Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Jane Doe. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire assez courte mais très mystérieuse. Il s'agit d'un jeune garçon de 13 ans, José Monge Garcia, qui a disparu alors qu'il se rendait à peine 300 mètres de chez lui pour se rendre chez un ami. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui lui est arrivé durant ce si court laps de temps. On commence par se plonger en 2006. Josué vit à Dos Hermanas, à Séville, c'est en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Il vit avec sa mère, Maria Isabel Garcia, et son père, Antonio Monge Garcia, ainsi que ses deux frères, Benjamin et Andrés. Antonio, donc le père, travaille dans la maintenance de la voirie, et la mère, Maria, elle est concierge dans une école. Il s'agit d'une famille très catholique, ce qui n'a rien d'étonnant en Espagne. Josué, lui, il est qualifié par ses proches comme un jeune garçon gentil, sociable, avec un bon cœur, très humble. Il aide beaucoup sa mère à la maison. Par contre, il ne réussit pas particulièrement scolairement. Il a pas mal d'absences, des notes très moyennes, et cette année scolaire, elle est particulièrement compliquée pour lui. Le 10 avril 2006, Josué n'a pas école. C'est la semaine sainte, donc il s'agit d'une semaine de vacances en Espagne. Il demande alors à sa mère pour se rendre chez un ami à lui, comme je le disais au départ, qu'il vit à 300 mètres de chez lui. Sa mère ne voit pas le problème et donc elle l'accepte sans souci. Elle lui rappelle par contre que le lendemain, ils avaient prévu de se retrouver à 10h pour aller chercher des vêtements, donc elle lui rappelle qu'elle l'attendra à ce moment-là. Durant cet après-midi, Maria part elle un petit peu plus tôt avec l'un de ses frères. Elle dit donc au revoir à Josué, qui lui va partir un petit peu plus tard avec son vélo, son sac à dos et 30 € d'argent de poche pour se rendre chez son ami. Quelque temps après son départ, la mère rentre à la maison et donc est présente lorsqu'Antonio, le père, revient de sa journée. Dans la soirée, elle prévient son mari qu'elle s'apprête à appeler Josué pour s'assurer que tout va bien. Mais il va l'en dissuader, prétextant qu'il faut le laisser tranquille, le laisser en profiter. Le lendemain, le 11 avril, il est 10h et Josué n'est toujours pas rentré. Sa mère commence à s'inquiéter et l'appelle, mais son téléphone ne sonne pas. Il semble éteint. Elle l'appelle alors directement à la maison de la famille chez qui Josué devait se rendre. Et là, elle apprend qu'il n'est jamais arrivé. Il ne s'est jamais rendu chez son ami. Maria se dirige alors directement à la police pour reporter la disparition de son fils. Très rapidement, la police pense à une fugue. Un jeune garçon de 13 ans qui s'en va avec son vélo, un peu d'argent de poche, son sac à dos, et qui plus est qui a raté pas mal de matières récemment. Pour eux, l'affaire est claire et ressemble malheureusement à tant d'autres. Cependant, après quelques jours et une absence totale de signes de vie de Josué, ils commencent à se pencher un petit peu plus sérieusement sur l'affaire. Les forces de l'ordre demandent alors à interroger la famille, et la mère va reporter certains faits qui vont intriguer les policiers. Peut-être que l'affaire n'est pas ce à quoi elle ressemble. Elle rapporte tout d'abord la violence qu'elle subit depuis plus de 20 ans de la part d'Antonio, son mari, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou encore des menaces. Elle avait déjà contacté une association en 2004, 2 ans auparavant, une association d'aide aux femmes pour l'aider un petit peu dans les démarches. Mais ça n'avait pas forcément abouti à ce moment-là. Elle a demandé à plusieurs reprises le divorce à son mari, mais à chaque fois, elle reçoit des menaces, car lui n'acceptait pas du tout cette situation. La dernière fois en date où elle a eu le courage d'essayer de faire bouger les choses, c'était à peine quelques jours avant la disparition de Josué. Mais lui, encore une fois, va la menacer de mettre fin à ses jours ou lui enlever ses enfants. Plus généralement, plusieurs altercations ont eu lieu les semaines précédant ce jour du 10 avril 2006. Pourtant, après l'une d'entre elles, il avait accepté de partir quelques jours chez sa mère, pour que chacun puisse souffler un peu, prendre du recul. Mais comme tu peux t'en douter, il n'a pas quitté le domicile familial. Maria rapporte également qu'Antonio, ce lundi 10 avril, il est sorti pendant plusieurs heures et quand il est rentré, il avait des affaires différentes de celles avec lesquelles il était parti. Elle l'a questionné à ce sujet, mais il prétexte s'être taché lors d'un petit incident
lorsqu'il s'est rendu à l'église dans laquelle ils ont l'habitude d'aller. Par la suite, la police s'est renseignée. Et ils apprendront que c'est totalement faux. Il ne s'est jamais rendu à l'église ce jour-là. Et puis le comportement du père, suite à cet événement, est vite apparu comme étrange, voire suspect. Il agit parfois comme si son fils était décédé, et non pas seulement disparu. Il parle de lui au passé, il préfère se reposer plutôt que d'aller chercher son fils, il se rend même au travail dès le lendemain de la disparition de José. Et un élément étrange est rapporté aux policiers. L'ami chez qui José devait se rendre rapporte que celui-ci l'avait prévenu qu'il arriverait un peu en retard, car il allait aider son père pour faire des bricoles pour le travail. Mais Antonio a complètement nié cette information. Lui, il reste sur ses positions. La dernière fois qu'il l'a vu, c'est le matin du 10, avant de partir. Pourtant, une des voisines corrobore ce que dit l'ami de José. Elle maintient les avoir vus ensemble dans l'après-midi du 10. José sur son vélo, Antonio dans sa camionnette, plus précisément un berlingot, et ils seraient partis ensemble dans la même direction. Avec tous ces éléments, Maria, quelques jours après, décide de confronter son mari et lui dit clairement qu'elle le pense responsable de la disparition de leur fils, et le menace d'aller en parler à la police s'il ne lui explique pas ce qu'il s'est passé. Mais il n'en dit rien. Et le lendemain, 13 jours après la disparition de José, le 23 avril 2006, il prend sa camionnette et s'en va, en disant qu'il allait rejoindre son fils au ciel. Effectivement, il ne reviendra jamais, et ni sa camionnette ni lui n'ont été retrouvés. Les enquêteurs qui ont finalement pris en considération toute l'ampleur de l'affaire vont commencer à mettre sur écoute la famille et les proches. Mais rien n'en ressort. Les téléphones de José et d'Antonio ont cessé de donner un signal dès le moment de leur disparition respective, et ils n'ont jamais été rallumés. Donc ça ne donne aucune information concernant une localisation ni une direction qu'ils auraient pu prendre. La carte bancaire d'Antonio ne révèle aucun transfert non plus, aucune utilisation depuis le 23 avril. L'affaire arrive rapidement aux mains d'une autorité un petit peu plus qualifiée, la brigade criminelle de Séville. Et ils vont diffuser l'information à Europol et Interpol, car la possibilité qu'Antonio se soit échappé et fui dans un autre pays reste assez importante. Les autorités sont assez persuadées que le véhicule d'Antonio pourrait être la clé, ou en tout cas permettre de mettre un petit peu plus de lumière sur ce qui s'est passé le 10 avril ou encore le 23. Malheureusement, aucune analyse n'avait été faite sur le véhicule avant qu'Antonio ne parte avec, ce qui aurait pu permettre de trouver des éléments, la boue, la terre, des cailloux, qui auraient pu mener à un lieu où il n'a pas l'habitude d'aller, par exemple. Des recherches vont être faites après concernant le véhicule, notamment pour trouver si une quelconque infraction avait été commise, si une amende pour stationnement avait été donnée ou encore si le véhicule avait été enlevé car resté trop longtemps à la même place, et ce, que ce soit au niveau national ou international. Mais encore rien. Des recherches vont être faites en fouillant le Guadalquivir. C'est un fleuve qui passe dans le sud de l'Espagne et au nord de Séville. Il a été fouillé dans presque toute sa longueur pour essayer d'y retrouver le véhicule. Les autorités pensent qu'Antonio aurait pu y jeter sa voiture, soit pour mettre fin à ses jours, et dans ce cas-là, il se trouverait encore à l'intérieur, soit pour que son véhicule ne laisse aucun indice. Mais encore une fois, aucune voiture ne correspondant à la recherche n'a été retrouvée. C'est 14 mois après, en 2007, qu'un rebondissement dans l'affaire redonne espoir à Maria de retrouver son fils. Un adolescent est aperçu seul dans une station de train à Malaga, une ville côtière à 2 heures de Séville. Les agents de sécurité de la gare ont décidé d'appeler les autorités en voyant ce jeune garçon mineur seul, et ils ont bien fait. Cet adolescent fait une annonce inespérée aux policiers. Il dit être Josué Monge Garcia, de Dos Hermanas, et d'avoir été séquestré pendant 1 an. Maria est appelée immédiatement. Et par chance, elle se trouvait à Malaga ce week-end-là, et donc elle a pu rejoindre ce jeune homme à l'hôpital où il avait été amené. À peine arrivé dans la chambre, le garçon se lève. Il l'appelle maman, en lui confirmant être Josué. Mais il ne s'agit pas du tout de son fils, et elle en est certaine. Malgré les changements physiques que vivent n'importe quel adolescent de cet âge, ça ne peut pas être Josué, qui lui était déjà plus grand en 2006 et avait les yeux verts alors que ce jeune garçon devant elle a les yeux marrons.
Il s'avère que ce garçon s'était enfui d'un centre pour mineurs de Malaga, et qu'effectivement, ce n'était pas du tout Josué, ce qu'il a fini par avouer. Je vous laisse imaginer l'état dans lequel s'est retrouvée Maria, et on ne peut que la comprendre. Depuis, aucune piste ne s'est révélée intéressante. Ni le berlingot ni le vélo n'ont été retrouvés, et encore moins Josué ni Antonio. La mère est convaincue que son fils est décédé, bien qu'elle garde un petit espoir de le revoir un jour. Elle espère surtout qu'il soit retrouvé, même s'il ne s'agit que de son corps, mais pour enfin savoir où il est. Il y a peu de théories qui n'impliquent pas le père, Antonio. Beaucoup pensent qu'il lui aurait fait du mal et qu'il aurait mis fin à ses jours le 23 avril. D'autres pensent au contraire qu'il a préféré fuir une fois s'être rendu compte des suspicions de sa femme. Il est vrai que son comportement durant les 13 jours qui ont suivi la disparition de son fils ne peuvent qu'attirer l'attention sur lui. On en a parlé à plusieurs reprises en début de vidéo. Sa non-implication dans les recherches, le fait qu'il fasse allusion à plusieurs reprises à ce que Josué soit décédé, et surtout en disant qu'il souhaitait le rejoindre au ciel. Mais aussi toutes les menaces qu'il aurait pu proférer à sa femme concernant leurs enfants. Et également, est-ce que tu te rappelles le fait qu'il l'ait dissuadé de l'appeler pour s'assurer que tout allait bien le soir du 10 avril. La théorie principale, c'est qu'il ait mis à exécution les menaces qu'il portait à sa femme, en lui faisant du mal de la pire des manières. Pris de remords, ou pour ne pas affronter la réalité, il a préféré fuir d'une manière plus ou moins radicale. Une théorie qui n'est pas contraire à celle évoquée, c'est qu'Antonio, avec son fils ou après lui avoir fait du mal, se soit dirigé vers une communauté sectaire et qu'il continue sa vie sous une autre identité. C'est vrai que dans beaucoup d'affaires, ça reste une théorie qui est quand même souvent avancée. Cependant, d'autres théories ont également été relevées, notamment celle que Josué est réellement fugué, qu'il est prétexté à aller chez un ami et qu'à l'inverse, il a inventé un retard à celui-ci pour qu'une fenêtre de temps lui soit laissée avant que les informations ne se recoupent, et que quiconque ne s'inquiète de son absence. Mais il est vrai qu'on a très peu d'éléments dans ce sens-là. Maria, elle est convaincue de l'application de son mari, et pense qu'il a fui par la suite. Et que là est son plus grand malheur, de ne pas savoir où se trouve Josué, mais en plus de ça, d'être persuadée que la personne qui lui a fait du mal soit encore en vie. En tout cas, nous ne pouvons qu'espérer que Josué, mais aussi Antonio, soient retrouvés un jour, et qu'ainsi les enquêteurs puissent faire la lumière sur ces deux disparitions. Ce qui permettrait à Maria, ainsi que ses deux fils, Andrés et Benjamin, d'avancer, et d'enfin peut-être faire leur deuil. J'ai hâte de lire tes retours et ton intuition concernant cette affaire. N'hésite pas à me dire quel est ton ressenti. Pour ma part, mon intuition va dans le sens de la théorie principale malheureusement. Par contre, je vous demanderai toute la bienveillance dans vos échanges qu'une histoire comme celle-ci nécessite. Et je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt.